Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous propose d'attendre encore 5 minutes avant de commencer nos débats afin de permettre à chacun qui le souhaite de nous retrouver. Nous nous retrouvons dans 5 minutes. Merci, à tout à l'heure.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette deuxième édition des réunions publiques organisées par la ville de Montreuil sur la plateforme Zoom. Cette réunion est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Pour activer le sous-titrage, il vous suffit de cliquer en bas de votre écran, les trois petits points, afficher les sous-titres. Le 15 avril dernier, vous avez été plus de 200 personnes à participer à ces rendez-vous d'un nouveau genre, qui nous permettent de continuer à faire vivre le débat démocratique malgré la crise actuelle. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ce soir, il sera question d'alimentation et de transition écologique. Mais avant de vous présenter le programme et les invités qui participeront au débat, Monsieur le maire Patrice Pessac souhaite vous dire quelques mots sur la situation sanitaire actuelle. Monsieur le maire, vous avez la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition de ce qu'on a appelé Venez zoomer avec le maire et avec l'ensemble des élus qui participeront. Heureux de vous retrouver parce que cela fait maintenant plusieurs mois que nous sommes éloignés par la crise sanitaire et pour les élus locaux que nous sommes, cela nous manque parce que vous êtes notre raison d'être et que le travail municipal, par définition, par nature, a besoin de s'appuyer sur la démocratie locale, sur la rencontre avec les citoyennes et les citoyens de Montreuil. Un petit mot donc, comme j'y suis invité, sur la situation sanitaire. À l'échelle nationale, vous la connaissez, nous sommes à 343 cas pour 100 000 habitants, avec un taux d'occupation des lits de réanimation qui est autour de 115-120%. Pour la Seine-Saint-Denis, nous étions à 800 au cours des semaines passées. Nous sommes redescendus à 664 pour 100 000 habitants, avec un taux d'occupation de nos lits qui reste extrêmement préoccupant. C'est autour de 150% d'occupation. Pour ce qui est de l'hôpital André Grégoire, la situation reste critique. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 74 patients en réanimation au 12 avril, lorsque, au pic de la crise précédente, enfin du moment de la vague précédente, ils étaient 72 au maximum. Et chaque semaine, évidemment, notre hôpital a été obligé de transférer des patients pour permettre que l'accueil puisse continuer à se faire dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de perte de chance parmi les malades du Covid sur notre territoire. Voilà en quelques mots. Je voulais vous partager cette réalité, vous donner aussi des nouvelles de notre centre de vaccination qui fonctionne bien, qui fonctionne maintenant depuis plusieurs semaines. Nous sommes à peu près entre les nouvelles vaccinations et les vaccinations et les deuxièmes vaccinations, nous sommes à peu près à 1000 injections par semaine, avec un choix qui a été fait par la municipalité de ne pas faire du tout Internet, mais d'aller au contact de la population montreuilloise via le CCAS, via le service des personnes âgées, via aussi les réseaux de santé publique comme de médecine libérale, ce qui fait aussi que nous avons touché, que nous sommes en train de toucher un public peut-être qui a moins l'habitude d'utiliser Internet, qui savait peut-être moins se débrouiller que d'autres publics sur Doctolib. Et c'est dû pour une large part à la mobilisation de nos agents, des médecins, des infirmières. Et je veux les remercier parce qu'ils sont sur la brèche depuis le début, à chaque fois que nous avons eu besoin d'eux, ils ont répondu présent. Voilà en quelques mots sur la situation sanitaire dans notre ville. Évidemment, et pour faire la transition avec le sujet de ce soir, je crois que nous sentons tous que la crise sanitaire que nous vivons appelle aussi des transformations dans notre manière de vivre ensemble, de concevoir la ville, de concevoir notre projet de société. Et c'est ce pourquoi nous avons voulu consacrer une séance particulière aux enjeux écologiques et aux enjeux d'alimentation et de résilience.
Merci, Monsieur le maire, pour ces informations. À présent, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir. Donc, au programme, l'alimentation et la transition écologique. Nos débats seront découpés en 3 séquences. Après une introduction générale de Monsieur le maire, nous ouvrirons un premier débat sur l'alimentation. Il sera animé par Madame Mireille Alphonse, adjointe au maire déléguée à la transition écologique, à qui, après une courte présentation, vous pourrez poser directement vos questions. Ensuite, nous échangerons sur une deuxième thématique intitulée « Apaiser et faire respirer la ville ». Elle sera prise en main par Monsieur Olivier Stern, adjoint au maire délégué aux mobilités. Enfin, dans un troisième temps, Monsieur Luc Digallo, adjoint au maire délégué à la réduction des déchets, nous présentera comment il est possible de réduire nos consommations et production de déchets en changeant nos habitudes. S'en suivra une dernière phase de questions. Après vous avoir présenté les élus qui participeront au débat, je salue également la présence tout au long de la réunion de Monsieur Gaylor Le Shaker, premier adjoint au maire. Quelques dernières informations pratiques avant de commencer. Vous pourrez donc ce soir échanger directement avec vos élus. Comment faire ? Pour poser vos questions, choisissez d'abord la thématique sur laquelle vous souhaitez intervenir, donc 3 séquences. Choisissez la thématique qui vous intéresse. Ensuite, 2 solutions. Soit vous postez vos questions dans le chat, soit vous décidez de prendre la parole en direct, et c'est la solution qu'on vous propose de privilégier. Il vous suffit alors d'activer votre caméra et de cliquer en bas à droite sur le petit onglet « Plus », aller dans « Réaction » et cliquer sur « Lever la main ». Vous disposerez alors d'1 minute pour poser votre question. Si vous dépassez ce délai, je serai contrainte de vous couper. Veuillez par avance m'en excuser. Enfin, si vous nous suivez sur le live Facebook, pour poser une question, vous devez nous rejoindre sur le Zoom en cliquant sur le lien qui est épinglé dans votre chat. Voilà pour les détails techniques que je ne manquerai pas de vous rappeler tout au long de cette soirée. À présent, place au débat et à l'introduction générale de Monsieur le maire sur les questions d'alimentation et de transition écologique. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais donc, si vous le permettez, vous partager cette présentation. Toc. Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Vous pouvez me faire un petit signe? C'est OK pour tout le monde? Oui, on voit très bien. Super. Donc, je vais faire une présentation sur transition écologique et alimentation à Montreuil, avec 5 parties. Une première sur où en sommes-nous sur les enjeux écologiques, quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Elle sera brève, mais tout de même, quelle est l'importance du sujet dans nos vies. Une deuxième partie sur Montreuil dans tout ça. Quelle est notre responsabilité? Quelle est la responsabilité des villes dans les enjeux écologiques? Et ensuite, je développerai en quelques mots sur reprendre le contrôle de notre alimentation, l'enjeu communal, le sujet de la résilience, apaiser et faire respirer notre ville et réduire nos consommations, changer nos habitudes en matière de déchets notamment. Où en sommes-nous donc d'abord, ce chiffre, vous le connaissez, sans action de notre part, la température pourrait augmenter de 6,4 degrés d'ici 2100. C'est l'hypothèse désormais moyenne et qui est absolument insupportable pour nos écosystèmes et la capacité pour notre planète d'être habitable. Nous en vivons d'ailleurs les premières conséquences dramatiques. Vous vous souvenez, les incendies en Californie, 8400 incendies, 1,6 million d'hectares de végétation brûlés. Également, la sécheresse en Inde, jusqu'à 50 degrés atteints, 70% d'eau en moins par rapport à une année normale, 40% du pays atteint par la sécheresse. Et plus près de nous, les inondations dans la vallée de la Roya, des pluies diluviennes qui le 2 et le 3 octobre ont dévasté cette vallée, causant pour 210 millions d'euros de dégâts et d'innombrables souffrances humaines. En Seine-Saint-Denis, encore plus près de nous, c'est
12% désormais des moins de 65 ans qui souffrent de maladies respiratoires. C'est le plus haut taux d'Île-de-France, par comparaison 9% en Essonne. Et on le verra tout au long de notre travail, les questions écologiques sont aussi des questions sociales, car très fréquemment, les premières personnes touchées sont les personnes qui ont le moins d'accès, qui sont parmi les plus pauvres et celles qui connaissent les difficultés sociales les plus importantes. C'est valable d'ailleurs dans notre contexte francilien comme d'ailleurs à l'échelle mondiale. Et puis, c'est un exemple que j'ai eu l'occasion de citer souvent, c'est les enjeux de fertilité. Au cours des 40 dernières années, la fertilité des hommes a chuté de plus de 50%. La cause en est connue, c'est les perturbateurs endocriniens. Et nous savons notamment que c'est également le cas, notamment pour l'apparition d'un certain nombre de cancers dits hormonodépendants chez les femmes et chez les hommes. Dans ce contexte, que pouvons-nous faire? Quelle est notre responsabilité comme ville? Dire d'abord que nous avons relevé à Montreuil, comme d'ailleurs dans de très nombreuses villes de France, des records de température en 2020. Et ces records de température s'établissent dans une longue série où chaque année, nous battons de nouveaux records de température année après année. Et nous pensons, la municipalité pense que les villes ont un rôle majeur à jouer en matière de transition écologique, en matière de résilience, en matière d'adaptation de nos systèmes urbains au changement climatique. En effet, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, on estime que 50 à 70% des solutions pour réduire les gaz à effet de serre, pour réduire l'impact sur notre environnement, doivent être réalisées dans les villes. Et j'ajouterais que si l'on regarde le paysage de l'action à l'échelle mondiale, c'est souvent les villes qui ont été précurseuses en matière d'action bénéfique et aussi en matière de prise de conscience. Je le dis notamment en comparaison avec les États. Dans ce contexte, assis sur ce qui nous semble être nos responsabilités, à la fois pour le climat, pour nos enfants, pour notre situation présente, pour les générations futures, la municipalité de Montreuil a décidé de s'engager autour de 3 grands axes. Un premier axe qui est notre politique alimentaire communale, un deuxième axe qui consiste en l'idée d'apaiser, de faire respirer la ville, et un troisième axe sur la réduction de nos consommations et le changement de nos habitudes. J'en viens donc au premier axe, reprendre le contrôle de notre alimentation. Quelques chiffres qui motivent cet axe. Un Français sur 5 n'arrive pas à assurer 3 repas par jour, c'est considérable. 7 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire et 70% du protoxyde d'azote rejeté dans le monde provient de l'agriculture et donc de nos modes de consommation. J'ajouterais que, et on le verra plus loin, qu'il y a, selon les couches sociales, selon les revenus des familles, des différences considérables dans l'accès aux bons produits. Et c'est un sujet que nous voulons prendre de front au cours du mandat à venir. D'abord, un mot sur la solidarité alimentaire. Vous dire que 6 000 Montreuilloises et Montreuillois ont bénéficié d'une aide alimentaire durant le confinement. Et nous avons l'objectif de poursuivre cet effort en vue de la création d'un filet de sécurité alimentaire qui permette, avec tous les acteurs de l'aide alimentaire, que plus une personne, plus une famille ne puisse être en difficulté alimentaire sur le territoire de Montreuil. Deuxième axe, évidemment, c'est notre engagement en faveur d'une restauration de qualité.
engagement qui a commencé lors du mandat précédent à travers un certain nombre d'améliorations en matière de qualité et de proximité dans nos écoles. Mais nous souhaitons aller plus loin et c'est l'engagement présent autour de la création d'un outil public de restauration, notamment pour nos enfants, pour les écoles, mais pas seulement, qui nous conduit à présenter aujourd'hui cette démarche qui va passer notamment par le lancement d'états généraux de l'alimentation, par le développement de marchés de commerce bio accessibles dans le territoire, partout dans le territoire à des prix accessibles, et le lancement aussi d'initiatives de culture autour de la nourriture. On avait fait sport dans les parcs, vous le savez, on se propose de faire cuisine dans les parcs dès que la situation sanitaire nous le permettra, c'est-à-dire renouer le fil des générations. Certaines générations ont parfois été complètement façonnées d'une certaine manière par l'industrie agroalimentaire. Nous pensons qu'il faut créer les conditions qu'on repartage une culture de la nourriture. Et je remercie par avance Mireille Alphonse qui, dans la première partie de notre échange, présentera de manière plus précise nos actions. J'avais envie de vous partager cette citation de Pierre Rabhi. Deuxième axe, apaiser et faire respirer la ville. C'est un axe extrêmement clair et structurant pour les années à venir dans un contexte de hausse des températures. Selon qu'il y a des boulevards plantés, selon qu'on aménage des îlots de fraîcheur ou qu'au contraire, on ait des espaces tout minéral, ça sera une différence fondamentale dans la qualité de vie pour les habitantes et les habitants. Et ici, évidemment, chacune et chacun conscience qu'un arbre, ça met quelques années pour planter, et donc il faut prendre les devants et s'engager maintenant pour avoir une ville plus propice à la résistance, à la résilience face au changement climatique. Nous avons, au cours des années qui viennent de s'écouler, planté 800 arbres au cours du dernier mandat. Nous avons lancé un certain nombre de projets en matière de jardins partagés. C'est notamment le programme Montreuil et votre jardin qui est appelé à se rénover. C'est aussi un axe majeur de conception de nos places, dont sans doute Gaylor Le Shaker vous entretiendra à un moment donné de cette soirée, autour de la place de la République ou encore du square Virginia Woolf ou bientôt de la Croix de Chavaux. À chaque fois, même ligne, permettre de végétaliser l'espace public et donc de le rafraîchir en période de grande chaleur. Bientôt, évidemment, le réaménagement de la Croix de Chavaux qui a été pensé dans cet objectif. La deuxième phase de travaux autour de la place de la République avec la création d'espaces verts et la plantation de nouveaux arbres. La démarche aussi pour ce que l'on appelle des cours oasis dans les écoles, c'est-à-dire permettre que nos écoles soient plus seulement constituées d'une cour minérale, mais qu'on veille partout à créer les conditions de leur végétalisation. C'est le cas, par exemple, actuellement pour le projet de la cour Audru. C'est également le sentier de la biodiversité dans les murs à pêche. Il est désormais possible, depuis le 89 rue Pierre de Montreuil, de rejoindre le rue en traversant le bois Gobettu, de longer la parcelle Pouplier et puis de déboucher sur le jardin du partage. Cette logique d'ouverture d'un certain nombre d'espaces de respiration présidera aussi aux grands axes du mandat. C'est évidemment aussi le soin d'apaiser nos espaces publics, de permettre le développement des circulations douces. Nous avons créé 6,9 km de pistes cyclables. Le nombre de passages en vélo a été multiplié, notamment à la Croix de Chavaux, par 2,5. Et je dois dire qu'avec des pistes cyclables plus protégées, plus sûres, on a vu aussi se développer un nouveau public d'utilisateurs et d'utilisatrices du vélo, avec notamment un public famille, avec
des parents qui hésitent moins à amener leurs enfants lors des balades en vélo. C'est également l'idée d'apaiser les cœurs de quartier, d'élargir les espaces piétons et les initiatives de type rue aux enfants. C'est enfin la mise en place d'une concertation avec les habitantes et les habitants qui est appelée les assises de la ville apaisée. Olivier Stern aura l'occasion de vous le présenter dans un petit instant. Enfin, troisième grand axe, avec la réduction des consommations pour changer nos habitudes. C'est majeur parce que, bon, c'est majeur d'ailleurs à la fois pour des questions écologiques et aussi pour des questions financières. Quand on regarde le contenu de nos poubelles, on voit qu'il y a un tas de plastique, de carton, de choses qui sont absolument pas nécessaires et qui sont simplement la traduction d'une société de consommation qui tourne sur elle-même sans faire attention à notre avenir commun. Mais c'est également le cas pour des raisons financières, car dans les années à venir, les coûts de traitement des déchets vont augmenter très fortement du fait des taxes vertes. Et donc, il faut que des territoires comme cet ensemble, des villes comme Montreuil s'engagent résolument en matière de réduction des déchets ménagers, comme d'ailleurs des autres types de déchets. Comme signe de ce travail, nous allons, dans les semaines et les mois qui viennent, travailler à la transition vers le zéro plastique dans nos marchés, vers la création aussi d'un village du réemploi qui permettra de donner une seconde vie à nos déchets, de favoriser un certain nombre d'associations, d'entreprises qui travaillent à permettre que plutôt que de jeter, de recycler ou de brûler, on réutilise nos déchets à des fins utiles. C'est aussi la création d'une académie du zéro déchet de manière à créer aussi un mouvement populaire, à créer les conditions d'une participation des familles et des jeunes à ce mouvement qui vise à faire attention à nos achats et à notre production de déchets. C'est enfin le développement des composteurs. Nous nous sommes donné comme objectif de créer 100 composteurs collectifs d'ici 2026. 30% de nos déchets sont compostables et il nous semble qu'il faut maintenant, dans tous les quartiers, créer une dynamique qui rende accessible cette pratique d'avenir. Et puis, bien sûr, la lutte contre le gaspillage alimentaire en place dans nos écoles et que nous souhaitons progressivement étendre, notamment à travers le travail sur les réductions des gaspillages et le compostage le compostage de la nourriture dans les structures collectives, publiques ou privées. C'est enfin les enjeux de réduction énergétique. Je veux m'y arrêter un instant. Nous avons désormais 3191 logements de l'Office public de HLM qui vont bénéficier de rénovation énergétique et au cours de l'année à venir, nous allons pouvoir traiter 4 écoles en termes d'amélioration énergétique et c'est là nous projetons également de créer un observatoire de la pollution à Montreuil pour la qualité de l'air et des sols. Et là, je voudrais attirer l'attention sur l'injustice sociale que constitue le fait de ne pas pouvoir financer à plus large échelle la rénovation massive des logements, notamment des logements publics, mais pas seulement. Je pense à toutes celles et ceux qui parfois vivent dans des habitations un peu anciennes et qui n'ont pas tout à fait les moyens de financer une rénovation énergétique de haute portée. Et là, c'est aussi notre combat, l'adresse que nous faisons aux autorités du logement pour gagner des subventions supplémentaires qui permettent de traiter plus de logements publics et plus de logements privés, notamment pour celles et ceux qui en ont le plus besoin.
J'aurais pu vous parler d'autres actions qui sont en cours, notamment la conversion des véhicules de la ville du thermique à l'électrique, les enjeux d'augmentation du nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant, les îlots de fraîcheur, j'en ai parlé un peu, ou la création de l'outil tech, mais nous aurons sans doute l'occasion d'échanger dans ce débat. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette présentation très complète et illustrée. Je vous propose dès à présent d'enchaîner directement sur notre première thématique, donc une thématique qui va questionner les politiques publiques d'alimentation, qui sera présentée par Madame Mireille Alphonse, à qui je cède immédiatement la parole. Alors, Madame Alphonse, nous ne vous entendons pas, il faut activer votre micro. Du coup, j'en profite juste pour rappeler aux internautes qui sont connectés et qui souhaitent questionner Madame Alphonse sur les problématiques d'alimentation, de se positionner dès maintenant, soit en levant la main, donc en activant le symbole lever la main, ou de poser vos questions en message privé à l'intervenant question. Voilà, Madame Alphonse, je crois que votre problème technique est résolu. Je vous passe la parole. Alors, on n'entend toujours pas Madame Alphonse. Il doit y avoir un petit souci de micro, mais nous allons tout de suite intervenir pour pouvoir vous aider à du coup dialoguer directement avec les Montreuillois. Alors, j'en profite du coup à nouveau pour vous donner d'autres interventions sur notre réunion. Nous sommes ce soir plus de 160 déjà à être connectés à cette réunion publique. Donc, merci beaucoup à chacun d'être présent. Vous pouvez nous suivre sur Facebook Live et pour poser vos questions, nous rejoindre sur Zoom. Nous sommes en train de résoudre le problème technique. Madame Alphonse, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour faire un petit test? Toujours pas, malheureusement. Ah. Pardon, peut-être Mireille, viens vite dans mon bureau. Je vois que tu es à côté, comme ça tu te mets derrière mon bureau et on résout le problème de son. Pardon pour tous, on le fait en direct. Et voilà, un petit transfert de bureau et du coup, vous pourrez avoir la présentation de Madame Alphonse qui va donc se déporter dans le bureau de Monsieur le maire Patrice Bessac. Nous allons les retrouver dans un instant. Alors du coup, je vois qu'une seule personne pour l'instant a levé la main. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez intervenir sur la thématique alimentaire, déjà à préparer vos questions et à lever la main afin que nous puissions préparer vos prises de parole. Donc je vous redonne le chemin. Vous allez dans l'onglet plus et vous activez le symbole lever la main. Voilà, je vois que Madame Alphonse s'installe. Vous êtes avec nous, ça va? Oui, Reprenez oui. votre souffle. C'est parfait. Allez-y, Madame Alphonse, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci Elsa, et pardon à celles et ceux qui m'entendent. Voilà, les aléas du direct, il y a toujours des petits soucis techniques. Donc, je suis heureuse de partager ce moment avec vous. C'est le lancement de notre nouvelle politique publique concernant l'alimentation. Je voulais juste en profiter pour remercier déjà toutes les habitantes et tous les habitants qui nous avaient témoigné l'envie de travailler avec nous. Ils et elles seront bien évidemment écoutés, entendus, et nous travaillerons ensemble. Et je voulais aussi témoigner rapidement de l'engagement de toute la municipalité, mes collègues élus, les agents du service public qui travaillent quand même déjà beaucoup sur cette question-là. Et je voulais très sincèrement les remercier. Alors, comme le disait Monsieur le maire, quand nous avons commencé à travailler tous ensemble, nous avons d'abord posé nos ambitions politiques. La première, vous l'aurez compris, c'est celle de la précarité alimentaire. Avoir 6 000 familles qui sont en difficulté, en précarité alimentaire dans notre ville, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut régler, qu'on ne peut pas laisser comme ça. Donc, c'est l'axe prioritaire, l'axe fort de notre municipalité. Le deuxième est la lutte contre le réchauffement climatique. Certains d'entre vous le savent. Certains de nos aliments, quand ils arrivent dans nos frigos, dans nos assiettes, on fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres
avant d'arriver. Et l'alimentation est, pour cette raison-là, la troisième cause de production de gaz à effet de serre dans une ville comme Montreuil, dans une grande agglomération comme l'agglomération parisienne. Ensuite, nous voulons apporter à manger sain, à manger de qualité, à manger bio, au plus grand nombre de familles de notre ville. Et c'est la raison pour laquelle le gros projet structurant sur lequel nous allons travailler est celui de la restauration collective. Et puis, enfin, nous pensons que les questions de l'alimentation peuvent être d'excellents leviers, d'une part, pour recréer de l'emploi local non délocalisable, et d'autre part, pour commencer à régénérer le lien social qui, vous l'avouerez, au bout de tous ces mois de pandémie, a été bien mis à mal. Et nous avons, je crois, toutes et tous bien envie de nous retrouver en partageant des plats, en se faisant plaisir autour d'alimentation de qualité. Alors, d'abord, nous avons posé un certain nombre d'engagements politiques lors des conseils municipaux de fin décembre et là, dernièrement du 31 mars. Nous avons voté à l'unanimité un certain nombre d'engagements qui nous permettent de travailler avec des acteurs de ce secteur. Donc, je citerai l'adhésion au Pacte de Milan, le soutien au collectif Karma, vous savez, les maraîchers qui sont sur le triangle de Gonesse et qui commencent à développer de l'alimentation et avec lesquels on pourrait commencer à importer ici à Montreuil des fruits et légumes en circuit court. L'adhésion à la coopérative bio d'Île-de-France, c'est pareil, la coopérative bio d'Île-de-France regroupe un certain nombre de paysans sur la grande couronne parisienne et nous voulons renforcer les liens avec eux, et l'adhésion à l'association La Cantine Bio. Nous avons aussi choisi de travailler avec le département de Seine-Saint-Denis et j'ai le plaisir de vous dire que notre département est lauréat de l'appel à projet du ministère de l'Agriculture concernant l'alimentation, ce qui nous permettra d'avoir peut-être un peu plus de moyens pour développer un certain nombre de politiques publiques. Donc ces différentes adhésions nous permettent de travailler avec ces acteurs, comme je vous le disais. Et maintenant, la question et la raison pour laquelle on est ensemble ce soir, c'est qu'on va commencer à travailler avec vous, on va commencer à travailler ensemble. Le premier outil que vous allez découvrir, que vous avez peut-être déjà vu, est le questionnaire qui est mis à votre disposition sur notre site et qui va être diffusé dans la ville entre maintenant et le mois de juillet. Vous pourrez y répondre avec vos familles, vos amis, au sein des collectifs parmi lesquels vous travaillez. Il nous permettra d'avoir des réponses objectives à un certain nombre de questions que nous nous posons concernant vos habitudes alimentaires. Le deuxième outil qui se met en place actuellement et qui va travailler tout au long du mois de mai et au début juin sera 6 groupes de travail avec des experts montreuillois sur les questions de l'alimentation. Donc on aura aussi bien des médecins nutritionnistes que des collectifs d'associations, que la Fédération des parents d'élèves qui vont venir et qui vont travailler avec nous pour élaborer un certain nombre de pistes concrètes, d'actions concrètes à développer tout au long de notre mandat. Ces pistes seront élaborées et seront prêtes à être diffusées auprès de la population mi-juin. Entre juin et fin septembre, avec mes collègues élus, nous viendrons dans l'ensemble des quartiers pour présenter ce que l'on a proposé à faire et puis pour écouter les réactions des habitants, vos réactions, et vous demander ce que vous en pensez et voir avec vous comment on peut les déployer. Et puis, nous espérons que la pandémie nous laissera suffisamment tranquilles, comme le disait Monsieur le maire, pour avoir des moments enfin festifs cet été dans les parcs et donc pour développer des moments agréables où nous partagerons des recettes dans nos grands parcs, dans nos quartiers. Et enfin, début octobre, nous aurons ce que nous appelons les états généraux de l'alimentation, où nous reviendrons vers vous en grand large pour vous dire voilà les projets concrets, les projets structurants que nous avons choisi de développer tous ensemble. Et puis peut-être, sûrement, nous l'espérons très très fort, nous aurons un grand banquet qui nous permettra de partager ensemble toutes les bonnes recettes que nous aurons pu partager d'ici là. À la fin de ces états généraux de l'alimentation, donc au mois d'octobre, nous construirons avec vous, avec celles et ceux qui le souhaitent, le Conseil communal de l'alimentation qui sera chargé de veiller
tout au long des mois qui sont devant nous, à l'élaboration des projets concrets qui auront été décidés et qui seront chargés de surveiller à ce qu'on fait bien ce sur quoi nous nous sommes engagés. Voilà, je vous remercie et je pense que maintenant le plus simple est certainement que l'on s'engage dans un échange de questions-réponses. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Madame Alphonse, pour cette introduction. Alors, je vois déjà une personne qui lève la main, alors intitulée Tes petites mains vertes fabriques. Je pense que c'est une association montreuilloise. Alors, je vais proposer à cet intervenant d'activer sa vidéo pour pouvoir dialoguer en direct avec nos intervenants et nous pourrons du coup activer son micro. Donc voilà, Tes petites mains vertes fabriques. Je vous propose d'activer votre vidéo pour pouvoir poser votre question en direct. Nous allons attendre quelques instants. Voilà, alors votre micro est activé. Peut-être que votre vidéo ne marche pas. Donc allez-y, prenez la parole. Alors malheureusement, j'ai l'impression que le son ne marche pas non plus. Peut-être qu'en attendant que vos soucis techniques soient résolus, j'ai une question d'une internaute qui nous a été posée directement en message privé. Donc je vous rappelle le chemin, message privé, posez vos questions et là vous envoyez vos questions, on les reçoit et on peut du coup interpeller directement les élus. Alors une question de Céline Andréani. Bonjour, est-il question de changer de prestataire pour les cantines ? Qu'est-ce qui est prévu pour la suite pour aller vers plus d'éthique et de cohérence, agriculture bio ou raisonnée, et avec de l'éducation autour des repas pour enfants et familles? Nous devons aussi nous aligner sur les directives européennes. Une question donc de Madame Céline Andréani sur la question des prestataires pour la cantine. Madame Alphonse, est-ce que vous avez une réponse à apporter à Madame Andréani ? Alors, du coup, je ne sais plus où est passée Madame Alphonse. Madame Alphonse, elle est là, voilà. Appelle Monsieur Thierry Moreau pour le moment. D'accord. Mais c'est assez normal parce que nous travaillons main dans la main. Donc voilà. Excusez-nous pour ces petits soucis techniques. Changer de prestataire. Donc pour le moment, nous travaillons, comme vous le savez, les parents d'élèves avec la SOGIRES. Alors, il y a deux choses. D'une part, nous travaillons avec ma collègue Dominique Attia, j'allais dire au jour le jour, mais disons à la semaine et avec les services pour améliorer au fur et à mesure les recettes qui sont proposées à nos enfants. Je peux vous dire que nous les titillons ou que nous les remettons en question très, très régulièrement pour améliorer la qualité de ce qu'ils mettent dans nos assiettes. Nous sommes quand même arrivés là maintenant à 70% de bio dans les assiettes de notre restauration scolaire. Et puis, nous avons évidemment le grand projet de ma délégation, c'est de réussir d'ici la fin du mandat à avoir mis sur pied un outil de restauration collective qui ira certainement au-delà de strictement la restauration scolaire, parce que vous savez, produire plus de 8000 repas jour, il faut réussir à ce que ce soit faisable au niveau économique. Et donc, pour que cela soit le cas, nous ouvrirons probablement, très certainement même cette restauration collective à d'autres publics que strictement les enfants de nos écoles. Voilà. Ensuite, le bio et le raisonné, j'ai déjà répondu en partie. Nous sommes à 70% de bio pour le moment. Nous allons améliorer la situation et j'espère bien arriver, en tout cas, notre volonté est de tendre vers le 100% bio. Peut-être pour compléter le propos de Mireille Alphonse, peut-être pour compléter le propos de Mireille Alphonse, dire que s'agissant de nos crèches, nous sommes désormais à 100% de repas qui sont fabriqués dans nos crèches et qui sont sourcés sur des produits locaux. Et dire que précisément s'agissant de la construction de la cantine publique, un appel d'offres a été lancé début février. Des experts seront choisis fin avril pour nous accompagner dans la construction de cet outil et nous présenter différents modèles publics qui répondent notamment aux vœux de la personne qui a posé la question. Dire également que une de nos idées est progressivement aussi d'augmenter la part de la possibilité du végétarien dans les repas que nous servons.
Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, je vous indique que nous sommes maintenant plus de 200 à participer à cette réunion publique. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul participant, donc tes petites mains vertes, Fabrique, qui tente de lever la main. Donc, peut-être vous ne savez pas encore quel chemin faire pour pouvoir intervenir directement dans notre réunion. Je vous rappelle le chemin. Donc, pour participer directement et prendre la parole en public, il vous suffit d'activer votre caméra, de cliquer en bas à droite sur l'onglet « Plus ». Là, vous avez une petite ligne réaction. Vous cliquez sur réaction, puis levez la main. Du coup, je vois Julien Bluteau qui avait déjà levé la main tout à l'heure et qui nous a rejoint et qui a activé sa vidéo. Je vais vous passer la parole, Monsieur Bluteau. Allez-y pour votre question. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Bluteau. Allez-y, posez-nous votre question. Oui, la question, elle est en fin de chaîne alimentation, donc au moment où on revalorise une partie des déchets alimentaires végétaux. Le SICTOM et Est Ensemble sont en rupture de stock de bacs composteurs. Donc, il y a une politique volontariste de mettre en place et de financer par la collectivité des composteurs et des bacs à compost. Et à titre personnel, je le salue et c'est très bien. Par contre, il y a cette rupture de stock et je voulais savoir à quelle période environ. J'ai déjà posé la question à M. Digallo, mais est-ce qu'il y a des précisions sur le réapprovisionnement des bacs à compost et les livraisons de ces bacs? Alors, merci beaucoup, Monsieur Bluteau, pour cette question très précise et technique. Alors, je vous rappelle que nous avons 3 thématiques lors de la séance et la question du zéro déchet et du traitement des déchets interviendra dans un 3e temps. Alors, peut-être que vous allez obtenir la réponse à votre question à ce moment-là. Mais Madame Alphonse, est-ce que vous avez une réaction tout de même à la question de Monsieur Julien Bluteau? Effectivement, c'est une question que nous travaillons main dans la main avec Monsieur Luc Digallo. Et, et juste, j'en profite pour vous montrer, pour exposer le fait que les questions que nous traitons là en ce moment sont des questions que nous avons à cœur de travailler ensemble parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Donc, parmi quand tout à l'heure, je vous disais que sur les questions de l'alimentation, on se posait aussi la question éventuellement d'aller vers de la création d'emplois. Est ensemble, nous travaillons ensemble pour développer. Nous savons qu'il y a ce souci pour le moment, mais nous savons aussi que nous allons réussir à régler la question de façon très rapide. Et le fait de développer en grand large le recyclage des déchets alimentaires, le recyclage des biodéchets peut nous amener à créer une filière locale qui serait vertueuse et qui nous éviterait les uns des autres d'aller acheter du compost pour l'ensemble de nos parcs, pour l'ensemble de nos squares, etc. C'est ce que nous voulons faire. Voilà ce que je peux vous répondre à mon niveau. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur le maire, vous souhaitez prendre la parole? Peut-être juste pour répondre extrêmement concrètement à Julien, juste pour dire qu'effectivement, il y a pendant la crise sanitaire une rupture de stock de notre fournisseur habituel et nous espérons pouvoir le rétablir très prochainement. Mais nous n'avons pas de visibilité pour le moment sur ce sujet, à ma connaissance. Merci, On monsieur. nous l'a annoncé pour fin avril. On me l'indique. Donc, on espère que fin avril, ça sera réglé. Donc, fin avril, résolution du problème évoqué par Monsieur Bluteau. Je crois que du coup, vous avez eu votre réponse en direct. C'est parfait. Nous avons maintenant une autre question de Michel. Michel qui a la main levée. Allez-y, Michel, pour votre question. C'est bon? Oui, parfait. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait de pouvoir manger bio. Mais en tant que citoyenne, manger bio, ça revient très cher, en plus pour les retraités, mais pour les autres aussi. Alors, bio, d'accord, mais les tarifs devraient être ou encadrés, ou tout au moins que ce soit des produits vraiment, comme tout à l'heure disait Monsieur le maire, qui soient cultivés dans une limite autour de la ville. En tout cas, nous, on en a quand même pas mal, parce que je fais partie de la MAP des castors. Et là, on a de la chance d'avoir effectivement des paniers avec des produits bio et produits dans la région.
Merci beaucoup, Michel, pour cette question vraiment qui concerne beaucoup de monde, effectivement, le prix et comment accéder à ces produits le bio pour tous, comment faire. Mireille Alphonse, est-ce que vous avez une réponse à apporter à Michel? Oui, bah écoutez, justement, moi je remercie Michel d'avoir posé une question parce que d'une certaine façon, c'est le cœur de notre engagement. Nous sommes absolument conscients du fait que toutes les familles ne peuvent pas aller se nourrir dans certains des magasins qui sont en tout bio, même si les produits sont d'extrêmement qualité, de très grande qualité. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a, par exemple, adhéré à la coopérative bio d'Île-de-France, cette coopérative regroupe déjà plusieurs dizaines de paysans de la grande couronne parisienne et qui produisent en bio. Et le fait de réduire, vous savez, Michel, les intermédiaires entre les producteurs et nous, entre guillemets, les mangeurs, va nous permettre d'avoir des prix qui soient des prix acceptables et qui permettent de faire vivre les agriculteurs, et d'autre part, des prix qui soient accessibles au plus grand nombre de familles. Et à ce titre-là, moi, je vous remercie pour le travail que vous faites déjà au sein de votre AMAP, parce que ça fait partie des solutions qui permettent effectivement de commencer à ouvrir le bio au plus grand nombre d'habitants. Mais nous allons travailler à poursuivre cela et parmi les idées que l'on a déjà en tête serait celle d'avoir une espèce de plateforme à l'échelle probablement de nos territoires où nous pourrions faire livrer ces produits directement du producteur jusque dans nos villes et qui permettrait de rendre les produits accessibles. Voilà, un autre exemple de ce qu'on commence à faire sont déjà, vous savez, tous les petits marchés paysans qu'on commence à démultiplier dans nos quartiers. Du reste, il y en a un samedi prochain du côté de Théophile Sueur, au sein de l'association Fruits Défendus, et nous allons démultiplier ça. Et là, vous verrez qu'effectivement, les fruits et légumes, les produits bio commencent à être à des prix que beaucoup de familles peuvent payer. Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que le bio soit accessible à tout le monde. Mais j'insiste sur le fait que vous avez raison de le souligner, c'est une question d'équité sociale, c'est aussi une question d'équité sanitaire. On l'a bien vu pendant la crise là, les gens qui mangent pas bien, les gens qui souffrent malheureusement d'obésité, qui souffrent de diabète, qui souffrent de maladies cardiovasculaires, ont été malheureusement les gens qui se sont retrouvés en priorité à l'hôpital, et ça, nous voulons lutter contre ça. Merci beaucoup, Madame Alphonse, pour ces réponses. Monsieur Bézac, vous souhaitez rebondir sur le sujet? Non. Très bien. Du coup, je vous propose d'enchaîner sur une question de Aurélia. Aurélia qui malheureusement n'arrivait pas à lever la main, mais souhaite participer et poser sa question. Alors, Aurélia, voilà, je vous vois à l'écran. Allez-y, Aurélia, vous avez la parole. Bonsoir. Alors en fait, ça va être plusieurs. La première, c'était quand vous parliez, Madame Alphonse, du réchauffement climatique et du coup de la réduction de son impact, enfin les produits carnés, la viande, etc. Comment c'est possible? Parce que qui dit alimentation bio ne veut pas forcément dire alimentation végétalienne, plus particulièrement. Et du coup, ça veut dire qu'il faut passer par des circuits plus courts, mais ça me paraît un petit peu compliqué en fait sur la région. Donc, si voilà, je me posais la question de savoir comment c'était possible, parce qu'effectivement, mais dans les magasins bio, quand on voit des ananas qui viennent déjà qui ne poussent pas ici et qui viennent de super loin, on peut se poser 2-3 petites questions. Et puis ensuite, il y a la question du coût, mais surtout de l'éducation, en fait, parce que les gens ne sont peut-être pas non plus forcément au courant des bienfaits nutritionnels de certains produits. Donc, du coup, ça veut dire tout un travail d'éducation en amont. Et la question, c'est comment le faire pour que, et particulièrement, enfin, sur les gens qui sont déjà en AMAP et tout, c'est limite enfin, c'est même pas limite, ce sont des publics déjà acquis, en fait. Et du coup, comment trouver les bons canaux pour d'expliquer aux familles que ça vaut peut-être le coup de mettre un petit peu plus d'argent dans leur alimentation et qu'elle soit bio. Après, sans parler l'autre question, je suis désolée, j'en avais pas mal. Sur les labellisations, parce que du coup, je sais qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Il y en a certaines qui sont plus fiables que d'autres. Et du coup voilà, c'est un vaste problématique.
Merci beaucoup Aurélia pour ces questions pratiques et techniques. Alors Madame Alphonse, est-ce que vous avez une réponse à apporter à Aurélia? Je vais essayer d'en proposer deux ou trois. Réponse. Alors déjà, il faut savoir que dans l'acceptation circuit court, c'est pas forcément à 100 mètres de chez moi ou à 5 km de chez moi. Il y a une question évidemment de périmètre, de géographie, mais il y a aussi une question de nombre d'intermédiaires. Et donc, vous avez raison de le souligner. Je me permets de vous appeler, moi, je vous vois Aurélia. Donc, Aurélia, vous avez raison de souligner que pour ce qui concerne la viande, on ne va pas forcément pouvoir être en circuit court géographique en livrant des produits bovins ou des produits ovins à Montreuil. J'ai deux réponses à cela. D'une part, nous avons quand même le travail à faire d'être en circuit court au niveau du nombre d'intermédiaires. Donc là, et donc d'être dans un périmètre raisonnable, on a de la chance quand même à la fois dans un pays relativement petit et dans un pays où beaucoup de choses peuvent se produire et se cultiver. Donc on a déjà, je peux vous dire qu'on a déjà des producteurs qui ont compris que Montreuil avait envie de s'engager de façon très ambitieuse et qui nous contactent en disant on aimerait pouvoir travailler avec vous. Et donc il y a des filières bio, ovines, bovines, de viande, de poisson qui nous contactent. Et puis, il y a autre chose, et vous aviez tout à fait raison de dire qu'il y a des questions qui sont liées à l'éducation. Parce que réduire le coût, l'impact en termes de gaz à effet de serre de notre alimentation, c'est aussi réduire le volume de produits carnés. Ça ne veut pas dire forcément végétarien ou végétalien, mais ça veut dire apprendre aux gens à réduire. Donc, ça veut aussi dire apprendre aux gens de nouvelles recettes. Et nous avons fait le choix, en réfléchissant à cette nouvelle politique publique, d'être modeste. Il n'est pas question de dire, nous, on sait bien manger et on va apprendre aux Montreuillois et aux Montreuilloises comment bien manger. Il est question de se dire, les uns les autres, en fait, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont compris que finalement, ce qu'ils mettaient dans leur assiette n'était pas toujours bon pour leur santé. Et beaucoup de gens ont compris qu'il fallait qu'ils changent. Simplement, maintenant, il faut apprendre les uns les autres, tous ensemble, à comment on change. Comment on réduit la part de viande dans nos recettes, comment on apprend de nouvelles recettes qui apportent aussi des protéines dans les assiettes de nos familles et qui soient bonnes au goût et qui soient variées, etc., pour faire en sorte de diminuer la part de viande tout en ayant des régimes équilibrés, et comment on fait en sorte pour malgré tout continuer à travailler et à aider les agriculteurs et les paysans bio dans un rayon raisonnable avec le moins possible d'intermédiaires à nous livrer des produits de qualité. Donc on va travailler sur ces deux aspects. Je peux vous dire aussi que très certainement, mais ça c'est une intuition dont je me rends compte qu'elle est de plus en plus partagée, on a un peu le souhait de développer avec ma collègue Alexis Lorca et sous la houlette de Monsieur le maire une université populaire, et probablement ça commencera avec les questions liées à l'alimentation, parce qu'après tout, commencer à travailler ensemble en se proposant des recettes, en partageant des recettes, c'est une bonne façon pour commencer à apprendre ensemble. Merci beaucoup, Madame Alphonse, pour ces réponses. Alors, j'ai une dernière question d'une internaute, puis après, je vous proposerai de clôturer cette première thématique. Alors, vous avez été nombreux à participer, à poser vos questions en message privé. Les réponses seront publiées sur le site internet de la ville, donc n'hésitez pas à continuer à nous solliciter. Alors, voici la dernière question pour cette thématique alimentation. Il s'agit de Mélissa, qui souhaite savoir si elle peut, en tant que Montreuilloise, participer au groupe de travail sur l'alimentation. Alors, il s'agit, je pense, du groupe de travail qui composera les états généraux de l'alimentation dont Madame Alphonse vient de parler. Donc, est-ce que les Montreuillois peuvent participer à ces groupes de travail, Madame Alphonse? Alors,
J'ai deux réponses à faire, très simples. D'une part, Mélissa, si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail, mireille.alphonse@montreuil.fr. Nous prendrons contact, 5 minutes de téléphone et je vous dirai oui ou non, vous participez. Nous vous proposons de participer à ce stade-là ou pas. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Ensuite, le second est de vous dire que pandémie oblige, et vraiment, mille pardons, nous n'y sommes pour rien. Mais pandémie oblige, les 6 premiers groupes de travail qui sont chargés de co-construire notre politique publique vont être chargés de travailler et de réfléchir à des actions concrètes à développer après au sein de notre municipalité. Donc comme nous sommes restreints par les formats Zoom, etc., et que nous avons bien compris que sur Zoom, c'est un petit peu compliqué de travailler ensemble plus de 2 heures, nous nous sommes dit, avec l'avis de communicants, qu'en fait, dans un premier temps, il serait pertinent de restreindre les groupes de travail à entre 15 et 20 pour pouvoir être productif, pour que tout le monde ait le temps de proposer, de s'écouter, d'échanger avec les autres personnes, et que dans un deuxième temps, donc ça va être lié avec, nous l'espérons, l'ouverture des fenêtres et des portes liées à l'espoir que la pandémie rebaisse un peu avec la vaccination. Donc, à partir de juin, là, on pourra toutes et tous se rencontrer de façon beaucoup plus large. Et moi, j'irai à la rencontre avec mes collègues thématiques de l'ensemble des habitants qui le souhaiteront dans chacun des grands secteurs de la ville. Donc, en fonction, dans un premier temps, les groupes de travail sont plutôt des groupes de travail qui, certes, font participer des Montreuillois, mais j'ai envie de vous dire plutôt des Montreuillois qui ont déjà travaillé sur les questions de l'alimentation, comme des médecins nutritionnistes, comme des restaurateurs, comme oui, je vais m'arrêter, comme des commerçants. Et dans un deuxième temps, nous ouvrirons en grand large à partir de juin avec toute la population. Merci beaucoup. Merci Madame Alphonse pour cette thématique passionnante. Alors Monsieur le maire Patrice Bessac souhaitait reprendre la parole, puis nous clôturerons cette thématique. Allez-y Monsieur Bessac. Juste à la suite, notamment de la question d'Aurélia, il est clair que seulement 8,8% de la production totale en France agricole est en bio. Et donc, nous sommes engagés en fait dans un mouvement d'évolution qui passe par le fait de répondre à un certain nombre de questions, notamment celle que posait Michel sur l'accessibilité, sur les prix. Et donc, notre idée est celui de la transformation, de la subversion pas à pas du système. J'avais commis il y a quelques mois un livre intitulé « Manifeste pour une démocratie alimentaire à Montreuil », sur lequel j'avais eu la chance d'avoir le directeur général de l'Organisation des Nations Unies, la FAO, qui s'était exprimé, José Graziano da Silva, qui disait la chose suivante: la prise de conscience par la population de son pouvoir de subversion du système alimentaire en changeant ses habitudes de consommation et la construction des politiques publiques locales pour une alimentation saine sont les deux faces d'une même médaille. Cette construction peut reposer sur plusieurs solutions: encourager l'agriculture locale, aider les modes de production durables, investir dans une nourriture saine et équilibrée dans les restaurations scolaires, lutter contre le gaspillage alimentaire et ainsi aider les personnes les plus vulnérables, démocratiser l'accès à une bonne alimentation en permettant la vente directe entre le producteur et le consommateur. Et donc, nous sommes engagés dans cette logique du pas à pas. Essayer de regarder, non pas pour une grande révolution du jour au lendemain, mais pas à pas sur l'ensemble de ces secteurs, ce que nous pouvons commencer à faire évoluer, à faire travailler et qui permettent de changer la situation dans les années qui viennent. Merci à tous.
Merci, Monsieur le maire, pour ces précisions. Alors, on le voit, hein, cette thématique passionne. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter, lire votre journal municipal Le Montreuillois, qui est diffusé dès aujourd'hui dans vos boîtes à lettres, avec un dossier spécial sur ces questions d'alimentation et le lancement des États généraux de l'alimentation. Je vous invite aussi à consulter le site internet montreuil.fr dans lequel vous pourrez retrouver toutes les informations relatives à cette politique publique municipale structurante. Bien, je vous propose à présent de passer à notre deuxième thématique de la soirée, thématique intitulée « Apaiser et faire respirer la ville ». Cette thématique sera prise en main par Monsieur Olivier Stern, adjoint au maire délégué aux mobilités, à qui je vais immédiatement céder la parole pour une petite présentation avant vos questions. Donc, préparez vos questions, préparez vos mains levées pour pouvoir enchaîner avec vos échanges. Allez-y, Monsieur Stern, vous avez la parole. Merci Elsa et bon, tout d'abord bonjour à toutes et tous, ravi d'être là donc, pour introduire les échanges sur une thématique que nous portons dans cette majorité, que nous avons portée pendant le projet municipal et qui convient maintenant de décliner en politique publique, celui d'une ville plus apaisée et celui d'une ville plus respirable. Je rebondirai peut-être pour introduire le propos sur l'exemple qu'a cité Monsieur le maire dans son introduction, du rapport du GIEC qui rappelait que 50 à 70% des actions qu'il convient d'entreprendre pour avoir un impact sur le changement climatique, eh bien, elles se situent dans les villes. Et on voit que la réunion ce soir est très éloquente à ce sujet, puisque quand on parle des questions d'alimentation, comme ça a été évoqué à présent, quand on parle des questions de rénovation énergétique des bâtiments, comme ça a été évoqué par Monsieur le maire, des questions de gestion des déchets, et bien sûr aussi des questions de mobilité et déplacement, on voit bien que voilà, le pouvoir d'agir des villes pour créer une ville plus respirable, pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, elle est primordiale. Et puis, ça a été dit aussi en introduction pour les questions de santé environnementale. Lorsque l'on connaît la prévalence des maladies des populations les plus fragiles et parmi les plus jeunes d'entre nous, on voit qu'il est aussi d'importance que les villes s'engagent fortement sur ces questions-là et proposent des politiques publiques qui permettent de répondre à ces problématiques. Mais je crois que derrière les questions d'enjeux climatiques ou d'enjeux sanitaires, il y a aussi des nouvelles aspirations citoyennes, un modèle de ville. Aujourd'hui, les citoyens souhaitent pouvoir trouver à proximité de chez eux une ville plus respirable, plus végétale, un bouquet de services publics, se divertir, consommer autrement. Alors, Monsieur Stern, nous avons quelques petits problèmes techniques. Donc, Monsieur Stern a disparu de l'écran. Nous avons le son. Allez-y, Monsieur Stern, nous vous avons retrouvé. Pas du tout, du coup, où est-ce que ça a coupé? Je m'en excuse par avance. Et donc, je disais voilà, que, outre les questions climatiques, les questions de santé, cela interroge aussi les citoyens. Les aspirations sont fortes aujourd'hui de la part de nos concitoyens pour repenser un modèle de ville qui fasse plus de place à une autre manière de consommer, d'accéder localement à des services publics, de se restaurer, de se divertir aussi, d'accéder à la culture. Et donc, ça pose la question aussi du modèle de ville et de déplacement qui permet d'atteindre ces objectifs. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que la réflexion que nous souhaitons aborder aujourd'hui, et nous aurons, et ça a été annoncé par Monsieur le maire, un temps d'échange, un temps de concertation assez large avec nos concitoyens, c'est la place de l'ensemble des modes de déplacement, comment multiplier l'offre de déplacement. La voiture, vous le savez, occupe une place importante de notre vélo, et aux déambulations la place qui doit être la leur. Nous souhaitons aussi travailler à une revégétalisation de nos espaces publics. Et tous ces sujets, nous les aborderons lors des assises de la ville apaisée et des mobilités pour pouvoir le plus largement possible travailler avec nos concitoyens et élaborer ensemble les politiques publiques. Peut-être pour parler, et j'essaierai d'être bref pour laisser le temps à l'échange, rentrer un peu plus concrètement dans la matière. Lorsque l'on parle, par exemple, de quartier apaisé, que cela peut-il signifier en termes de politique publique?
peut-être déjà, par exemple, de réinterroger la hiérarchisation qui est la nôtre du réseau viaire. Se dire que nous souhaitons des grands boyaux, des grandes artères dans lesquelles on circule bien, dans lesquels nos transports publics sont fluides, à l'heure et sont efficients, dans lesquels également les déplacements, par exemple en vélo, sont sécurisés, ça a été rappelé par Patrice Bessac, séparés du trafic, permettant aussi aux plus jeunes de pouvoir, sans interruption sur leurs itinéraires, aller à l'école ou passer d'un point A à un point B. Et au contraire, à l'intérieur des quartiers, faire une place moindre à la circulation automobile pour que de nouveaux usages qu'appellent nos concitoyens puissent se déployer, la marche en particulier, mais également restituer des espaces publics, et Gaylor Le Shaker, mon collègue, pourra, je pense, vous en parler, à la renaturation d'un certain nombre d'espaces publics. Voilà pour peut-être la question des circulations, et donc cela requiert d'interroger notre plan de circulation et de le faire collectivement en partageant des objectifs communs sur l'apaisement des circulations dans nos quartiers. Et puis, je le disais, et je m'arrêterai peut-être là, puisqu'il y a beaucoup d'autres questions qui découleront de ces assises. Multiplier les offres de mobilité, c'est aussi, par exemple, embrasser les nouvelles possibilités offertes par le développement de l'autopartage. Nous avons installé au début de l'année dernière des services d'autopartage. Nous continuons à diversifier l'offre à Montreuil. Nous allons très prochainement remettre en service les bornes de recharge pour nos concitoyens qui disposent de voitures électriques. Vous savez que les bornes Autolib, malheureusement, ont disparu avec la disparition d'Autolib. Eh bien, nous souhaitons utiliser ces espaces pour permettre à un nouveau service public de recharge électrique de voir le jour dans notre commune. Et puis enfin, et je terminerai peut-être sur cet élément, travailler aussi au développement des transports du quotidien. C'est vraiment cette vision un peu plurielle que nous souhaitons développer, à ce que chacune et chacun puisse disposer de solutions de transport et de mobilité adaptées. Et c'est pourquoi je crois qu'il est important, en lien avec l'arrivée du tramway T1 et de la ligne 11, de pouvoir travailler à notre réseau de bus, à notre réseau de transport du quotidien pour qu'il puisse répondre aux problématiques de nos concitoyens. Voilà. Et voilà, me revoilà. Et oui, moi aussi, j'avais désactivé mon micro. Merci beaucoup, Monsieur Stern, hein, pour cette présentation complète. Alors, du coup, je vois que nous avons une internaute. Bienvenue, l'Aune Agence Bio. Présentez-vous pour votre question. Allez-y, madame. Oui, bonjour, je suis Laurence Aune. Alors là, je n'interviens pas en tant qu'agence bio parce que je travaille aussi à l'agence bio qui est à Montreuil, mais j'interviens en tant que montreuilloise qui n'aime pas forcément le vélo, mais qui aime beaucoup marcher. Donc, en fait, moi, je voulais juste proposer mes services pour tester éventuellement la fluidité de certains parcours où on se retrouve, par exemple, entre des scooters garés, sur des trottoirs trop étroits ou des constructions mangées sur le trottoir, etc. Donc, pour que, en fait, ça puisse être une alternative aussi pour les personnes qui se déplacent, y compris les familles avec poussettes, parce que j'ai pu constater que dans certains secteurs, ce n'était pas forcément toujours fluide. Voilà. Donc, peut-être que ça existe, que vous avez, je ne sais pas, des groupes témoins pour tester des parcours comme il doit y en avoir pour les cyclistes. Voilà, je propose mes services en tant que piéton. Alors, merci beaucoup pour cette question parce qu'effectivement, en amont de notre réunion, nous avons reçu beaucoup de questions qui concernent ce partage de l'espace public, piétons, deux roues, voitures, trottinettes et tous les nouveaux modes de déplacement aujourd'hui qui se croisent. Comment permettre à chacun de se déplacer en toute sécurité? Monsieur Stern, est-ce que vous avez une réponse, une analyse sur le sujet? Oui, effectivement, et je partage ce point de vue. La multiplication est une bonne chose, mais encore faut-il qu'elle soit encadrée et que les usages puissent
pacifiquement coexister les uns avec les autres. Et c'est vrai que la question des trottoirs est importante. Alors, je voudrais dire à madame qu'il y a aujourd'hui un baromètre des villes marchables qui est lancé par une association et qui va permettre, et je pense que c'est intéressant que les citoyens puissent y participer, aux citoyens de donner leur ressenti sur les parcours piétons. Et ça va être un point de départ important à la démarche que nous souhaitons engager sur le travail de plan piéton. Et les assises de la mobilité et de la ville apaisée seront un bon moment pour qu'on puisse avoir des ateliers de travail sur tous ces sujets-là. Effectivement, la place des emprises, vous l'avez dit, commerciales, la place du stationnement aussi sur les trottoirs d'engins motorisés, et puis aussi le travail de réfection de nos trottoirs qui coûte, vous le savez, souvent un peu cher à la ville. Nous avons plus de 125 km de voirie, multiplié par 2 donc, pour les trottoirs, et donc c'est conséquent à Montreuil. Voilà, pour vous dire que sur tous ces sujets-là, effectivement, je me tiens à votre disposition, mais on souhaitera, parce que c'est un sujet auquel on croit, et que vous le savez aussi, nous avons porté pendant cette campagne le projet de piétonisation du cœur de ville, en lien avec le travail de réfection de la place de la Croix-de-Chavaux dont a parlé Monsieur le maire et qui sera articulé avec mon collègue Gaylor Le Shaker. Sur tous ces sujets-là, on souhaite avoir une forte ambition et donc on se donnera les moyens de pouvoir travailler une concertation large avec les habitants sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Monsieur Stern, pour cette réponse. Alors, vous êtes plus de 200 toujours à être connectés avec nous pour participer à cette réunion publique. N'hésitez pas à lever la main, à vous rendre sur le petit onglet plus en bas à droite de votre écran. Cliquez sur la ligne réaction, puis levez la main pour pouvoir prendre la parole en direct. C'est justement ce qu'a fait Philippe. Philippe qui est avec nous et qui a levé la main. Allez-y, Philippe, pour votre question. Oui, merci, bonsoir. C'est une question très précise. Olivier Stern, je voudrais savoir si vous connaissez déjà le calendrier pour ces assises et ensuite le calendrier de la mise en œuvre de refaire les plans de circulation, parce qu'on est nombreux, je pense, dans nos quartiers à attendre que les axes de trafic de transit dans les petites rues disparaissent. Merci. Merci Philippe pour cette question très précise, effectivement, qui concerne le calendrier. Olivier Stern, une réponse pour Philippe ? Alors, merci Philippe de votre question. Vous avez raison, en effet, le calendrier, c'est important de pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui. Nous sommes en cours d'élaboration, donc je ne me risquerai pas à vous annoncer un calendrier. Ceci dit, ma conviction, c'est qu'à la fois nous devons rapidement pouvoir concerter avec les habitants et prendre un temps suffisamment long avec les différents acteurs du quartier, les habitants, mais on peut imaginer aussi les parents d'élèves, les commerçants, pour partager ces objectifs et ensuite pouvoir mettre en œuvre le chantier. Ma conviction personnelle, c'est aussi celle de Monsieur le maire, c'est qu'il faut pouvoir donner le temps nécessaire à cette concertation. Je souhaite qu'assez rapidement, on puisse organiser ces assises. Merci beaucoup, Monsieur Stern. Alors, peut-être pouvons-nous donner la parole à Monsieur Le Shaker, premier adjoint au maire de Montreuil et qui est particulièrement chargé de ces sujets puisqu'il est en charge de l'urbanisme. Monsieur Le Shaker, peut-être une réflexion sur tous ces enjeux d'aménagement. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, peut-être pour rebondir sur le propos d'Olivier Stern et ce qui a été précisé par le maire, c'est qu'on a essayé dans le précédent mandat d'enclencher un processus sur lequel aujourd'hui, sous l'impulsion notamment d'Olivier, on souhaite aller beaucoup plus loin encore. Je pense notamment à ce qui se passe, et d'ailleurs on voit dans l'arrière-plan de Olivier Stern, c'est la place de la République. La place de la République dans le Bas-Montreuil, c'est à la fois une forte augmentation de la part d'espace vert, puisque entre la place de la République telle que vous la connaissiez par le passé et celle qui sera terminée d'ici un an et demi, on aura en gros une augmentation d'environ 150% d'espace vert, d'espace de plantation, d'arbres nouveaux qui seront implantés sur la place de la République. C'est la même chose sur le processus sur la Croix-de-Chavaux. On a évidemment un enjeu, c'est celui d'un meilleur partage des espaces publics, dans l'esprit de ce qui a été dit par Olivier Stern, la part voiture, la part vélo, la part piéton, la part aussi dédiée à des espaces où on peut se poser, on peut se rassembler, on peut faire des fêtes ensemble. Et c'est le début du processus, par exemple, avec la piétonisation du parking Langevin, qui est devenue aujourd'hui une aire de jeu pour les enfants, qui est déjà et montre bien qu'elle est trop petite.
et l'objectif d'accompagner tout cela par un plan à la fois sur la partie végétalisation, donc c'est-à-dire des espaces de pleine terre qui permettent d'amener les îlots de fraîcheur, de régler les questions de lutte contre l'imperméabilisation des sols, et aussi des questions de plantation d'arbres dans le cadre du plan Canopé, qui est celui du département, mais aussi de la ville. Donc, c'est des choses que nous faisons sur le Bas-Montreuil, mais aussi, par exemple, sur la place des Ruffins ou sur le secteur de la Boissière, avec la création de nouvelles prairies. Donc, il y a un enjeu de reconquête, effectivement, qui nous permet d'allier les mobilités, la qualité des espaces et la réponse aux enjeux de changement climatique et de santé environnementale. Merci, Monsieur Le Shaker, pour tous ces éléments. Alors, du coup, je vois 3 internautes qui lèvent la main et qui sont prêts à participer avec nous. Alors, je vais d'abord donner la parole à Anis, puis à Fabien, puis à Yvon. Anis, allez-y, vous avez la parole pour votre question. Merci. Donc, dans le cadre de l'apaisement de l'espace public et de la ville, je posais une question par rapport aux nuisances sonores. Quelle est la politique de la ville concernant les nuisances, notamment des 2 roues et en particulier des 2 roues des scooters de livraison? Merci. Merci Anis. Alors Olivier, peut-être une réponse? Bonjour Yanis, vous avez raison, peut-être je vous répondrai en 2 parties. Une première, effectivement, c'est que le bruit fait partie de la question des nuisances et que le travail sur l'apaisement, bien évidemment, doit comporter un volet réduction du bruit. On peut imaginer que la réduction du trafic participe aussi de la réduction du bruit dans les quartiers, en particulier les quartiers résidentiels. Et puis, vous nous interrogez particulièrement sur les scooters de livraison. Alors, c'est une activité qui est en plein boom, hein. On aurait tort de le nier, qui a été accélérée par la crise sanitaire aussi, il faut le reconnaître, avec le développement des livraisons, mais qui préexistait à cette crise, avec l'apparition notamment de plateformes de cuisine qui ne reçoivent pas des clients et qui s'appuient uniquement sur les livraisons. Sachez que nous sommes en travail avec les plateformes de livraison, en particulier Deliveroo, Uber. Nous, comme beaucoup de villes, et nous souhaitons pouvoir mieux réglementer le développement de cette activité. On pense que c'est important qu'elle puisse exister. On n'est pas contre, en tout cas dans la période actuelle, que les restaurateurs puissent avoir ce soutien salutaire, mais en revanche, effectivement, elle pose un certain nombre de soucis. Des rassemblements dans des endroits qui ne sont pas souhaités, tout moteur allumé, parfois des interpellations d'habitants ou d'habitantes en particulier, du bruit, mais aussi des circulations dans nos rues piétonnes ou au mépris du code de la route. Voilà, sachez que sur tous ces sujets-là, en particulier avec ma collègue Loline Bertin, on est très mobilisés et on travaille pour trouver des solutions afin d'encadrer mieux cette activité à l'avenir. Merci Monsieur Stern pour ces précisions. Alors nous avons 2 dernières questions de Montreuillois donc, avant de conclure cette thématique. Donc je vous propose de laisser la parole à Fabien puis à Yvon qui sera notre dernier intervenant. Fabien, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Une question sur la mobilité partagée et l'apaisement entre les usagers. Autour du bus, des lignes de bus sur Montreuil, on a parlé du vélo, des piétons, des voitures, des trottinettes. Qu'en est-il des bus et quelles sont les relations que la ville tisse avec la RATP notamment pour la question de la multiplication des lignes de bus, notamment celles qui desservent le Haut-Montreuil où les difficultés de mobilité sont nombreuses. Voilà, donc je voulais savoir ce qu'il en était de ce côté-là et notamment si on allait avoir un retour au partage de la voie bus-vélo de l'avenue Gabriel-Péri et de l'avenue de la Résistance. Voilà. Merci beaucoup Fabien pour cette question très importante et qui concerne effectivement en priorité les quartiers de la Boissière, du Morillon, des Ruffins. Peut-être, Monsieur Le Shaker, une réponse sur ce sujet. Est-ce que la question des transports et des bus pourrait être quels sont les liens en fait qui sont entretenus avec la collectivité ? Je vais faire très bref et je laisserai Olivier au titre des mobilités compléter dans le cas des relations qu'il a avec la RATP. Mais effectivement, c'est un sujet qui a été identifié immédiatement avec… Quand on parle de partage de l'espace public, on parle de partage. Donc, c'est-à-dire que
tout était dévoué jusqu'à présent effectivement au tout moteur. Donc aujourd'hui, l'objectif est aussi de favoriser, d'encourager et de soutenir le développement d'autres sources de mobilité. Mais il nous faut, et c'était l'objet d'ailleurs du débat qui avait été organisé par Olivier, tirer les enseignements là où on voit des points de blocage. Ça a été évoqué sur la résistance, sur ce Gabriel Péri. Je rappelle que sur Gabriel Péri, on est sur une phase d'expérimentation puisqu'on est sur un axe départemental qui fait l'objet d'un travail au niveau du département en lien avec les services de la ville pour le réaménagement complet de l'axe Stalingrad-Gabriel Péri. Et évidemment, moi je suis très sensible à la question de Fabien, c'est que évidemment quand on habite le quartier Le Morillon, quand on habite le quartier des Ruffins, quand on est à Lannou, la question de pouvoir reconnecter dans notre centre-ville, de pouvoir accéder aux services de notre centre-ville nécessite le renforcement de l'offre de bus. C'est le travail de lobbying qui est fait notamment par Olivier, mais je pense qu'aujourd'hui il faut aller plus loin, notamment avec le STIF, parce qu'on voit bien que nos demandes répétées pour le renforcement des offres de bus ne suivent pas forcément d'effet. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus, mais je laisse Olivier compléter. Oui, je partage et c'est un sujet où voilà, le nombre de projets de transport en Île-de-France est important. Et donc, quand il y a une mobilisation collective des citoyens, des élus locaux, on voit que ça porte ses fruits. Et effectivement, multiplier ou faire coexister des modes de transport, le souhait, c'est de pouvoir tous les faire bien coexister, mais on est sur un espace public qui est fini. Et vous citiez Gabriel Péri, c'est un bon exemple. Effectivement, la réduction de la place de la voiture a produit un ralentissement un petit peu des bus. Et donc, nous, on est en lien avec la RATP pour que aussi on puisse se servir de cet exemple-là lorsque le réaménagement qui sera conduit par le département sera fait, on puisse nous améliorer, c'est-à-dire prendre le meilleur de ce qu'on a pu faire pour les aménagements cyclables et en même temps régler un certain nombre de problèmes pour les bus. Et enfin, je terminerai peut-être pour rappeler qu'il y a un enjeu important qui va être celui de la livraison, en particulier de la ligne 11. Et il y aura à ce moment-là aussi des nouveaux tracés de bus, d'interconnexion. Et je pense que ce sera important que, bien en amont de ces nouvelles lignes, il puisse y avoir un travail fait avec les habitants pour pouvoir faire valoir, autant que faire se peut, la parole de la ville de Montreuil et ce que nous souhaitons voir pour connecter nos quartiers. Merci, Monsieur Stern. Alors, du coup, nous allons laisser la parole à notre dernier intervenant sur cette thématique, Yvon. Yvon, allez-y pour votre question. Alors, Yvon, nous ne vous entendons pas. Il faut activer votre micro. Là, je vais vous inviter à réactiver votre micro. Peut-être allez-vous avoir une petite notification vous invitant à activer votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Non, oui, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à activer votre micro. Alors, pourtant, je suis en train de demander la réactivation. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait, Yvon. Allez-y pour votre question. Ici. Voilà, une observation d'abord. Dans le partage de la ville, il faut penser aux gens qui ne la partagent pas. C'est les gens qui stationnent n'importe où. Donc, là, le problème du stationnement partout, ça, c'est une question. Et une suggestion. Dans le calendrier, et je pense qu'il y a des acteurs qui doivent être importants, ce sont les conseils de quartier, puisque nous avons des connaissances approfondies de longue date sur la vie et les problèmes dans nos quartiers, c'est le premier point. Et je suggère qu'il y ait un groupe de travail avec les conseils de quartier, les élus de quartier, parce que je crois que c'est eux qui sont le relais avec le politique, et le gestionnaire urbain de proximité, afin de faire un diagnostic approfondi par quartier. Merci Yvon pour votre question. Alors, une première partie de la question sur le problème des stationnements. Monsieur Stern, une réponse pour Yvon? Peut-être déjà en prenant la fin de la question d'Yvon que je partage totalement, c'est-à-dire cette capacité de confronter les différentes expertises, les expertises d'usage des citoyens qui connaissent leur quartier, qui ont leur parcours quotidien, qui ont un rapport parfois aussi un peu sensible à leur environnement immédiat, les compétences techniques de nos agents et puis le projet politique qui a été présenté, validé. Donc, c'est cette articulation-là. Et donc, moi, je ne peux que souscrire à l'idée, effectivement, de pouvoir travailler en lien étroit avec les conseils de quartier et ou avec les habitants qui souhaitent s'engager sur des thématiques particulières. Sur le stationnement, alors il y a des progrès qui ont été faits, ceci dit, dans le précédent mandat, notamment, on le voit, dans les zones
qui sont réglementées, on a des problématiques de stationnement qui ont décru. Dans les zones en tension, on a encore des sujets de stationnement. Et donc là encore, c'est un sujet qui est devant nous. En réalité, dans de nombreuses villes de France, vous savez que le stationnement est source d'insatisfaction. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'exigences sur ces questions. Et la question du stationnement aussi anarchique fait appel à nos moyens municipaux, en particulier d'enlèvement et de fourrière. Et sur ces questions-là, je ne voudrais pas intervenir parce que je ne suis pas expert et je sais que nos services, ma collègue Loline aussi travaille sur ce sujet, de sorte que nous puissions voilà, renforcer nos moyens et être en capacité de mieux contrôler le stationnement abusif ou dangereux sur la voie publique. Enfin, j'ajouterai un dernier élément. Vous savez qu'il y a le développement de la vidéo-verbalisation, en particulier de rue de Paris. Elle va se poursuivre sur le boulevard de la Boissière prochainement. Et ce sont ces moyens aussi qui nous permettent d'être plus efficaces et de rendre plus fluides nos axes principaux en luttant contre des comportements ou des incivilités, notamment de stationnement abusif qui gênent, en particulier le bus, quand je pense au boulevard de la Boissière, mais pas que. Merci, Monsieur Stern, pour ces éléments. Alors peut-être Monsieur Bessac, Monsieur Patrice Bessac, maire de Montreuil, peut-être une conclusion sur cette thématique structurante et d'avenir pour la ville. Monsieur Bessac. Quelques remarques. D'abord dire que nous avons une voirie qui est une voirie ancienne et que désormais l'ensemble des nouveaux projets sortent avec une conception au fond contemporaine des déplacements et de l'organisation de la ville. Ça veut dire évidemment la place du piéton, la place du vélo, les enjeux de végétalisation et d'îlots de fraîcheur. Et donc, il faut aussi se mettre dans la perspective du fait que dans tous les aménagements que nous allons faire dans les années à venir, ils seront à chaque fois pensés avec ce sujet de la résilience comme l'un des points fondamentaux de préoccupation de nos choix. La deuxième remarque, c'est pour dire que s'agissant des quartiers apaisés, et notamment d'éviter qu'il y ait des chintes par les petites rues, comme l'a dit Olivier Stern, et suite à la question de Philippe, dire qu'on est bien dans le cadre d'une volonté sur l'ensemble des quartiers d'avancer méthodiquement sur ce sujet de ce qu'on appelle la hiérarchisation de nos voies. Dire également qu'en matière de transport, c'est le mandat ou des 6 ans qui sont devant nous, il va y avoir un mouvement fondamental. On ne l'a pas évoqué, on en avait parlé lors du premier Zoom, c'est l'arrivée de la ligne 11 dans le quartier de la Boissière. C'est aussi les travaux du tramway qui vont occasionner à la fois évidemment le transport lourd tramway, mais aussi un boulevard urbain apaisé, piétons, vélos, circulation douce. Et donc, il faut, à mon sens, à la fois agir notamment avec Île-de-France Mobilité, avec la RATP, pour que, avec cette ville en travaux, nos bus puissent continuer à circuler de la manière la plus fluide possible. Mais il faut aussi, je crois, alors qu'on a ces 2 grands moyens de transport lourds qui arrivent, poursuivre le combat d'une certaine manière, le combat politique, la mobilisation, pour aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, pour moi, c'est sanctuariser l'arrivée de la ligne 1 dans le quartier des Grands Péchés. Et c'est évidemment poursuivre avec les autres collectivités locales le combat autour de la ligne 9 qui sera, de mon point de vue, l'achèvement de ce système de transport lourd pour Montreuil. Dernier mot pour dire que, évidemment, on va, dès que ça sera possible, poursuivre le développement des balades urbaines comme moyen aussi de mieux penser la ville. On l'avait fait notamment avec des personnes en situation de handicap. On l'avait fait aussi sur la question des femmes dans l'espace public. Et nous allons le faire sur un certain nombre d'aménagements, notamment autour du tramway, de manière à penser avec nos pieds, d'une certaine manière, sur place, les aménagements futurs. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces conclusions. Alors, il est déjà 20h et nous sommes encore près de 200 à participer à cette réunion montreuilloise réunis pour cet exercice de démocratie participative assez inédite. Vraiment, je vous remercie pour votre participation. Et sans attendre, nous allons passer à notre 3e et dernier temps
de débat qui sera donc animé par Monsieur Luc Digallo, adjoint au maire délégué à la réduction des déchets. Monsieur Digallo nous présentera comment il est possible de réduire nos déchets et produire moins de déchets en changeant nos habitudes. S'en suivra, comme vous l'avez vu sur les phases précédentes, une série de questions-réponses. Donc, je vous invite dès à présent à préparer vos questions, à vous rendre dans l'onglet « Plus » et cliquer sur participer, lever la main pour pouvoir poser vos questions en direct aux élus. Monsieur Digallo, je vous cède la parole pour une présentation sur cette dernière thématique. Oui, merci beaucoup. Donc, on va parler un petit peu de réduction des déchets. C'est se poser la question quand même de notre rapport au monde, en fait, la réduction des déchets. Le déchet, c'est un petit peu le bout de la chaîne de consommation. Et donc, on a quelque part une remise en question aussi de notre société de consommation quand on réfléchit aux déchets. C'est aussi se poser la question de l'épuisement des ressources, se poser la question de la pollution de la planète. Les 3 premiers matériaux que l'humain produit sur la planète, c'est en premier le ciment. Ciment qui est d'ailleurs producteur de CO2 et le BTP d'ailleurs le premier producteur de déchets sur la planète. Le deuxième matériau, c'est l'acier, donc pour fabriquer tous nos voitures, nos trains, nos avions et toutes les structures métalliques qu'on connaît. Et le troisième matériau, c'est le plastique. L'humain produit à peu près 350 millions de tonnes de plastique par an. Et ce qui est assez effarant, et c'est là où on arrive à se poser la question de la société de consommation, c'est que 80% de ce plastique produit chaque année finit en déchets au bout d'un an. Il y a donc un enjeu, c'est évidemment préserver nos ressources, comme je disais, et préserver notre planète. Pour y arriver, il y a 3 étapes. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aborde la politique de réduction des déchets. C'est tout d'abord se dire que le meilleur des déchets, c'est celui qui n'existe pas. C'est donc agir à la source, réduire à la source nos déchets. Et après, évidemment, on reste des êtres vivants qui produiront de toute façon en quelque part un minimum de déchets. Et donc, à partir de là, revaloriser, en deuxième étape, revaloriser ce qu'on produit au maximum. Et enfin, puisque c'est lié, on parlait du bout de la chaîne de consommation qui est en partie lié à la propreté aussi, c'est évidemment tout ce qui est collecté ne finit pas sur la chaussée. Donc, l'enjeu, c'est de collecter le maximum de déchets. Pour y arriver, on est dans une logique de changement des comportements. Comme je disais, donc consommer autrement, travailler au réemploi, par exemple. On parlait du village du réemploi, le maire l'a présenté tout à l'heure. Et augmenter le tri pour réduire les déchets qui finissent soit dans des incinérateurs, soit dans des centres d'enfouissement, et donc trier pour les recycler et donc revaloriser ces déchets. Donc, un des axes en premier, on a parlé de l'Académie du zéro déchet qui allait être instaurée. C'est donc, moi, je pense que la priorité, c'est de travailler avec les jeunes. Aller dans les écoles et essayer d'atteindre tous les jeunes à travers diverses activités, que ce soit simplement une sensibilisation ou des classes zéro déchet sur un projet durant toute l'année. Voilà, travailler avec les jeunes, c'est investir sur l'avenir, parce qu'une fois qu'ils seront plus grands, ils auront ils auront les bons comportements, en tout cas on peut l'espérer. Mais en plus, j'aime bien dire, c'est le double effet qui se coule, c'est que en général, les enfants, quand ils rentrent chez eux, ils vont voir les parents et ils disent un petit peu, ils poussent un peu les parents à avoir les bons comportements. Après, un autre axe qui est important pour le changement de comportement, c'est la mobilisation citoyenne, le travail. Le fait de faire des nettoyages citoyens qu'on envoie en septembre, c'est le World Cleanup Day, par exemple, la journée mondiale du nettoyage. L'idée, c'est de faire une mobilisation et de montrer que les citoyens sont mobilisés. C'est une forme de manifestation et pousser en fait à changer les comportements, à montrer comment il faut agir auprès de tous les habitants. Après, on n'a pas parlé tout à l'heure dans la présentation des grands projets qui auront lieu à Montreuil, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que pour 2024, on aura une nouvelle déchetterie à Montreuil, une déchetterie construite par Est Ensemble. Pourquoi je dis Est Ensemble? Parce que la compétence déchets, c'est Est Ensemble, et donc ils vont construire cette déchetterie pour 2024. Il faut comprendre que l'outil essentiel pour valoriser les déchets, la référence pour le traitement des déchets pour le particulier, c'est la déchetterie.
Donc, en 2024, on aura une belle déchetterie toute neuve avec, en plus, c'est les nouvelles normes, le réemploi qui est intégré dans la déchetterie. Donc, on pourra amener nos objets pour qu'ils soient réutilisés quand ils sont valables. Puis on l'a dit, hein, mais le compost, c'est aussi un enjeu extrêmement important pour les déchets, puisque un tiers de nos déchets sont composés de biodéchets qui finissent, comme je disais, dans des incinérateurs ou dans des centres d'enfouissement. Et donc là, l'idée, c'est de les ressortir de ces poubelles et de les revaloriser, parce que ça fait en plus un très bon terreau, un très bon engrais pour nos petits jardins, nos petits pots de fleurs sur les balcons. Donc évidemment, il faut faire du compost, sans oublier que, comme je disais tout à l'heure, la réduction à la source, c'est réduire le gaspillage, donc penser à notre consommation. Et enfin, bon, on a parlé aussi du marché zéro plastique rapidement, hein, mais je pense que c'est important de le redire. On est dans une action qui va se mettre en place dès à peu près, bon, à cause de la crise, on est un petit peu dans un calendrier qui est complexe, mais on devrait lancer les premières actions pour le zéro plastique sur les petits marchés de la ville aux alentours du mois de mai, et petit à petit déployer jusqu'à la Croix de Chavaux, puisque c'est là où il y a le plus gros producteur de plastique pour les marchés, durant le courant de l'année jusqu'à peu près vers la fin de l'année. Et enfin, un mot quand même, puisqu'on parle du zéro plastique, c'est bien évidemment la propreté, hein, ne j'oublie pas, c'est aussi, on travaille bien sûr sur la propreté, l'amélioration de la propreté. Vous avez vu dans les annonces récemment, on a remis en place les opérations de propreté, on va dans des rues pour les nettoyer à fond. Et dans la logique de réduction des déchets, c'est aussi la sensibilisation à la propreté. C'est pour moi le même geste. Donc, on va travailler évidemment sur la sensibilisation auprès de tous les habitants de Montreuil pour, en tout cas, améliorer la propreté. Évidemment, on travaille aussi, pour ceux qui ne sont pas au courant, on travaille aussi beaucoup avec l'Association des villes pour la propreté urbaine qui nous permet de nous adapter, de mettre en place de nouvelles méthodes de travail pour améliorer la propreté de la ville. Voilà, j'espère que c'était clair et pas trop long. Merci beaucoup. Pas activé le son, j'ai pas activé le voilà. son et vous ne m'entendiez pas, mais voilà, je suis revenue. Voilà, je vous remercie, hein, Monsieur Di Gallo, pour cette intervention synthétique et précise. Du coup, nous avons une première demande d'intervention de l'association Tes Petites Mains, donc c'est l'association qui souhaitait participer tout à l'heure. Alors, je vais l'inviter à activer sa vidéo et son micro pour qu'elle puisse participer. Alors, allez-y, présentez-vous et posez votre question. Alors, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a de nouveau un problème de son. Du coup, écoutez, on a toujours ce problème de son. Alors, je vous invite à passer par un message privé, à poser vos questions. Comme ça, on pourra récupérer votre question en priorité et peut-être je pourrai la poser à votre place pour qu'on puisse lever ce problème technique. Et donc, on va peut-être basculer sur Gaspard. Gaspard, peut-être, est-ce que vous pourriez activer votre vidéo pour pouvoir poser votre question à Monsieur Di Gallo? Voilà, bonjour Gaspard, allez-y pour votre question. Bonjour, merci beaucoup d'organiser cet événement, c'est très intéressant. Moi, j'ai deux questions. Tout à l'heure, vous parliez de réduire les déchets à la source et je me demandais si vous aviez envisagé également de travailler avec les commerçants, parce qu'on voit aujourd'hui que, voilà, en ces temps de crise, il y a la vente à emporter a beaucoup augmenté, et qui dit vente à emporter dit emballage jetable. Et aujourd'hui, on le voit, enfin, il y en a partout, quoi. Que ce soit les gobelets dans les bars ou les restaurants. Donc, est-ce que ça, c'est envisagé? Et deuxième question, donc c'est un peu plus en aval, du coup, toujours en parlant de biodéchets. Vous parliez de compostage. Et je sais qu'en parallèle, il y a une dynamique au niveau d'Est Ensemble de mettre en place un ramassage des biodéchets. Est-ce que ce ramassage des biodéchets, comment est-ce qu'il va s'articuler avec les composteurs de quartier qui existent aujourd'hui et qui permettent effectivement de valoriser la matière sous forme de compost et non pas, comme dans certains endroits, de produire des biogaz, comme on les appelle. Voilà mes deux questions.
Merci Gaspard. Monsieur Digallo, est-ce que vous avez des réponses à apporter? Oui. Concernant les commerçants, évidemment, c'est un enjeu important. On ne l'a pas annoncé parce que c'est encore un peu en avance de phase pour l'instant, mais évidemment, on travaille aussi à essayer de mettre en place un label zéro déchet auprès des commerçants. Évidemment, il faut améliorer cet aspect-là puisque c'est les premiers producteurs. Donc, ça serait évidemment réduire les déchets qu'ils produisent en interne, mais aussi inciter à moins vendre de déchets, enfin de produits à usage unique qui deviennent des déchets pour les consommateurs. Bon, ça c'est un label qu'on va travailler dans quelques temps. C'est pas pour l'instant dans l'immédiat. On a mis la priorité d'abord sur les marchés zéro plastique. Et pour un peu continuer sur cet aspect-là, évidemment, il y a aussi la partie réduction récupération des biodéchets au sein du marché, recyclage de tous les matériaux qui peuvent être valorisés. Et c'est quelque chose sur lequel on va travailler aussi avec les commerçants. Pour la collecte des biodéchets par rapport à Est Ensemble, effectivement, ça s'inscrit dans un cadre qui est la loi en plus AGEC qui imposera de mettre en place des solutions de collecte de biodéchets pour les habitants et en plus des collectes pour les gros producteurs. Donc, il y a un travail qui est mis en place. Je ne sais pas encore comment ça va s'articuler effectivement avec les composteurs qui sont une des composantes essentielles, mais pour dire un petit peu pourquoi il y a cette question-là, c'est que dans les composteurs, on évite, en tout cas les composteurs de quartier, on évite de mettre par exemple tout ce qui est viande, qui pourtant peuvent être revalorisés en compost, mais à travers des outils plus industriels, notamment pour des questions d'odeur, d'animaux qui pourraient être attirés par cette nourriture. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui est mise en place, mais on travaille aussi, par contre, à la collecte des biodéchets dans les écoles. On expérimente ça dans plusieurs écoles de la ville et surtout Est Ensemble. Donc, 10 écoles de la ville sont concernées où on récupère les déchets à la fin des repas. Et donc, ça, c'est dans le but un peu expérimental de le déployer sur toutes les écoles. Il faut savoir que c'est un vivier de biodéchets assez important qui peuvent être valorisés après, soit sous forme de méthanisation, sous forme de traitement de compost. On parle d'à peu près 5000 tonnes par an de biodéchets sur toutes les écoles d'Est Ensemble. Voilà, je ne sais pas si c'était assez clair, mais… Parfait, super. Merci, Monsieur Digallo. Alors, nous avons une question d'Alain. Alain, allez-y pour votre question. Bonjour à tous et merci pour votre intervention. Juste une remarque, je trouve qu'il manque pas mal de poubelles dans les rues et notamment, je ne sais pas, j'habite rue de la Nouvelle-France, c'est une longue rue, il n'y a pas une seule poubelle pour jeter les papiers ou les détritus. Rue Saint-Antoine, je crois que c'est pareil. On a quelques-unes sur la rue de Rosny, mais ça reste assez faible en termes de poubelles de ville. Ma deuxième remarque, c'est pourquoi ne… Alors, c'est peut-être politiquement assez risqué, mais peut-être une prérogative d'Est Ensemble, je ne sais pas, mais pourquoi ne pas faire payer en fonction du tonnage annuel des déchets? Pourquoi ne pas peser les poubelles et on taxe en fonction de… voilà, je produis 1 tonne par an. C'est beaucoup trop, il faudrait réduire à 700, vous allez payer une contribution de 15 € par an, par exemple. Ça serait certes un petit peu, peut-être politiquement un peu risqué, mais ça serait une idée pour embarquer les gens vers une réduction des déchets. Et ma dernière question, qui est peut-être un petit peu à côté, mais je la pose quand même, au niveau de la séparation des eaux usées, pour moi c'est un déchet. Et je sais que sur Montreuil, la séparation n'existe pas entre les eaux pluviales et les eaux sales. Et voilà, j'ai découvert ça en achetant ma maison et j'étais assez consterné de voir que justement tout allait dans le même tuyau sur la plupart de notre ville. Alors, merci Alain. Alors, voilà des questions techniques sur les flux des eaux et sur plein d'autres points. Monsieur Digallo, peut-être avez-vous une réponse? Alors, j'ai une réponse aux 2 premières questions, notamment sur la question des corbeilles. Effectivement, on en a quand même installé plus de 1000 sur toute la ville. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire aussi après des agents et un travail de collecte derrière.
Il y a, évidemment, on s'adapte aux usages et bon, on peut faire des demandes auprès de Sésame ou autres pour faire installer des corbeilles quand la ville évolue. Hein, on l'a dit tout à l'heure, il y aura un tramway qui va arriver, donc forcément, il y aura des habitants qui passeront dans des quartiers où il faudra installer des corbeilles. Maintenant, la question se pose de se dire à quelle distance est tolérable à faire avec mon petit papier à la main. Est-ce que je peux parcourir 50 mètres de plus pour aller jeter mon papier ou 100 ? On est là quand même sur une question de changement de comportement et essayer d'inciter un peu aussi les habitants à pas forcément avoir un service à disposition tous les coins de rue, tous les 10 mètres. Il faut donc trouver la bonne proportion entre effectivement mettre des corbeilles partout parce qu'on consomme aussi sur place et à la fois toléré un petit peu de marcher un peu plus jusqu'à la corbeille suivante. Après, il y a une autre question, c'était donc la taxation incitative. C'est effectivement un sujet qui concerne Est Ensemble. Peut-être que le maire en parlera, mais il y a un vrai sujet, effectivement, c'est pousser à réduire les déchets et à aller vers la revalorisation, donc le recyclage, le compostage et autres. Et la taxation incitative est un outil. On le sait que ça marche, ça ne résout pas tout, hein, ça a réduit, je crois que c'est à Besançon, ça a réduit de 30% les déchets. Enfin, je me trompe peut-être un petit peu sur le pourcentage précis, mais c'est aux alentours de 30% où on a mis un peu plus de recyclage. Mais de toute façon aussi, il se pose la question d'augmenter déjà, ne serait-ce que les passages des corbeilles, des collectes du tri. Pour moi, ma poubelle de tri, elle est pleine assez rapidement, alors que ma poubelle de ordures ménagères, elle pourrait rester presque 10 jours ou 15 jours sans être sortie. Donc, il y a aussi là-dessus un travail à faire. Et pour les eaux usées, alors là, je ne maîtrise pas ce sujet. Je ne pourrais pas répondre. Merci beaucoup, Monsieur Di Gallo, pour ces éléments. Alors, il est déjà 20h20, bientôt 20h30. Ça fait donc bientôt 2 heures que nous sommes ensemble. Nous sommes toujours très nombreux à participer à cette réunion publique. Je vous propose de passer la parole à Monsieur Patrice Vessac, le maire de Montreuil, pour une conclusion sur cette thématique et peut-être une conclusion générale de ce rendez-vous. Monsieur Vessac, allez-y, vous avez la parole. Alors, quelques mots sur les sujets qui viennent d'être évoqués. D'abord, pour dire que s'agissant des biodéchets, nous sommes engagés à Montreuil et à l'échelle d'Est Ensemble dans l'idée de recueillir les biodéchets des 1000 établissements les plus significatifs du territoire, c'est-à-dire notamment les écoles, hôpitaux, un certain nombre de restaurants, de manière d'ici 1 an et demi à pouvoir collecter 5000 tonnes de biodéchets chaque année. En d'autres termes, de franchir un cap très important dans le traitement des biodéchets des grandes organisations qui en génèrent. Une deuxième chose, Luc Di Gallo avait raison d'inciter sur le caractère incitatif aussi de la tarification. Or, à l'échelle de cet ensemble, pour le moment, nous n'avons pas une tarification incitative, notamment par le fait que les particuliers sont traités au fond de la même manière du point de vue de la fiscalité que sont traités un certain nombre d'entreprises sur la question des déchets ou de commerçants. Et donc, nous allons engager une concertation avec les entreprises et les commerçants du territoire en vue d'avancer vers ce qu'on appelle en jargon légal la redevance spéciale, un autre nom pour dire que nous voulons traiter la question de la tarification de la collecte des déchets en fonction aussi des volumes que chacun produit, parce que là, nous sommes dans une situation un peu paradoxale au niveau du territoire qui fait que c'est les petits producteurs, les ménages, qui payent pour absorber la production des gros producteurs, et ça me semble pas juste. S'agissant des questions d'Alain Perrault sur les eaux usées, je parle sous le contrôle de Belaïd Bedreddine, vice-président du Conseil général et également président du SIAP, pour dire que nous faisons même pire à l'échelle d'Île-de-France, puisque nous avons des réseaux séparatifs dans lequel
une partie des eaux usées vont vers les eaux fluviales, ce qui a comme conséquence évidemment qu'une série de rivières et de fleuves et de la Seine se voient récolter nos eaux usées. Et à Montreuil, ça concerne 900 familles dans lesquelles il y a un trouble dans les branchements qui fait que les eaux usées sont connectées vers les eaux fluviales. Dans le cadre des Jeux Olympiques et de l'ambition de rendre nos eaux fluviales baignables pour les Jeux Olympiques, il y a des subventions nouvelles qui ont été mises en place par l'État pour aider les particuliers à faire face à ce problème et à se reconnecter au bon réseau. Ça concerne d'ailleurs principalement un certain nombre d'habitations et de foyers autour du quartier Ruffin-Morillon. Et donc, à l'échelle d'Est Ensemble, nous avons décidé, plutôt que de demander à chaque particulier de faire la petite démarche, de trouver lui-même son prestataire et d'avancer l'argent et de remplir des papiers, à l'échelle d'Est Ensemble, nous avons décidé de prendre en charge l'ensemble des démarches pour raccorder les réseaux sur les bons tuyaux, de manière à ce que ça soit sans coût et surtout sans obligation, sans difficulté pour les familles concernées. Et ça va arriver dans les prochains mois. Dernier élément sur les enjeux de propreté. On a beaucoup parlé des sujets de réutilisation, de zéro déchet, parfois des corbeilles. J'aimerais vous dire aussi que nous croyons beaucoup à la répression sur le sujet des déchets, puisque Montreuil a contribué, on a fait un lobbying actif pour changer la loi qui nous permet désormais, face à une série de gens qui parfois nous mettaient des tonnes de déchets, parfois de déchets dangereux, parfois de déchets industriels, parfois de déchets d'hôpitaux, parfois une série de choses toutes plus affreuses les unes que les autres, et on était assez démunis par le cadre légal. Désormais, il a changé, on peut mettre des amendes qui se chiffrent en milliers d'euros. On a la capacité d'utiliser la vidéo-verbalisation, ce qui n'était pas le cas dans la loi précédente. Nous avons la capacité de poursuivre et d'immobiliser les propriétaires de véhicules et on commence déjà à en voir la différence sur un certain nombre de gros lieux, de gros spots de dépôt où nous avons la possibilité de taper beaucoup plus fortement les contrevenants, enfin de les taper au sens figuré, hein. Nous sommes fondamentalement non violents. Je voulais parler de frapper au porte-monnaie. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir eu la gentillesse de participer à ce moment d'échange. C'était important pour nous de trouver le moyen avec l'ensemble de la municipalité de se reconnecter aussi avec vous dans ce contexte sanitaire. Je peux vous dire que ça nous fait très plaisir. Ça nous a fait très plaisir d'échanger. Vous l'avez compris, nous avons un certain nombre de projets, à la fois sur les espaces publics, sur l'alimentation, sur les questions de déchets, sur les questions de nos marchés alimentaires dans les cartons, et nous attendons impatiemment le jour où nous pourrons nous retrouver dans un cadre physique pour lancer notamment les travaux de concertation. J'aimerais une dernière fois remercier l'équipe qui a contribué à préparer cela, l'équipe de la communication, l'équipe du journal, l'équipe du service événement, l'équipe de mon cabinet, enfin bon, bref, tout le monde, et vous dire à très bientôt pour la 3e édition du Zoom dans 2 semaines, je crois, le 6 mai pour la 2e partie consacrée au projet urbain, notamment dans le Bas-Montreuil, et à très bientôt. Prenez soin de vous.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Du coup, vous avez fait la conclusion. Juste pour vous dire que nous avons été au total plus de 300 à participer à cette deuxième réunion publique. Vraiment, merci à tous les Montreuillois et les Montreuilloises qui sont restés connectés avec nous pendant près de 2 heures. Donc, comme l'indiquait monsieur le maire Patrice Bessac, rendez-vous pour un troisième moment de discussion, de débat et d'échange le 6 mai autour des sujets d'aménagement qui questionneront notamment la ZAC Fraternité ou encore la Croix de Chavaux. Voilà, merci encore à tous et à toutes et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.